Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Aux États-Unis, le Texas est au cœur d'une bataille politique sur la question migratoire. Un regard sur la politique migratoire du Maroc et la migration au service du développement durable. Aujourd'hui, les États-Unis attirent des migrants du monde entier. C'est le pays qui affiche la plus grande population née à l'étranger. En 2021, près de 14% de la population américaine était constituée de personnes nées hors du pays. Si bien que l'immigration reste une question polarisante dans le débat politique, obligeant nos élus à jongler dans le traitement de cette question entre les avantages économiques induits et les problèmes de sécurité et les obligations humanitaires. Pendant des années, le dossier de la réforme globale de l'immigration est resté dans l'impasse au Congrès, laissant le pouvoir exécutif et judiciaire naviguer dans un paysage politique controversé. Le débat s'est intensifié sous l'administration de Donald Trump, qui a été marquée par d'importants efforts pour renforcer le contrôle migratoire et remodeler les politiques d'asile. À l'inverse, le président Biden est arrivé au pouvoir en promettant d'annuler les actions de son prédécesseur, mais son programme ne s'est pas déroulé comme prévu, dans un contexte de hausse de la pression migratoire et de levée des restrictions aux frontières mises en place pendant la pandémie. La question prend aujourd'hui une nouvelle tournure avec le blocage de l'accord bipartite sur le renforcement de la sécurité frontalière par les républicains du Sénat. Ces derniers craignent que cet accord influence les prochaines élections présidentielles, notamment au Texas, devenu un champ de bataille dans le conflit entre l'État et le gouvernement fédéral en matière de contrôle de l'immigration. En Afrique, continent souvent perçu à travers des déplacements de population et des migrations motivées par la pauvreté, les échecs de gouvernance et les conflits, on y constate une exception marocaine qui s'impose aujourd'hui comme une évidence. Le Royaume donne l'exemple à travers son engagement en faveur d'une coopération régionale, notamment avec l'Afrique de l'Ouest, en favorisant une intégration économique de plus en plus poussée. L'évolution de l'approche migratoire du Maroc a vu ce pays de transit devenir peu à peu un véritable pays d'accueil, renforçant sa position stratégique en tant que pont entre l'Afrique et l'Europe. Une approche globale et inclusive de migrants qui reflète la dynamique régionale impulsée par le Maroc, comme le souligne l'OCDE, les migrants contribuant de manière significative aux économies de leurs pays hôtes. The regional impact remains less understood, underscoring the need for further exploration. Dans cet épisode, nous approfondirons le débat autour de la combinaison suivante, les mesures de sécurité et les initiatives de développement face au phénomène migratoire. Pour discuter de ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau deux invités. Avec nous tout d'abord le shérif Benny Martinez, qui dirige les forces de l'ordre dans le comté de Brooks, au sud du Texas. Il s'agit d'une zone frontalière avec le Mexique, particulièrement affectée par la pression migratoire. Et son rôle consiste justement à lutter contre la migration irrégulière, la traite des êtres humains et pour la sécurité des migrants et de la population locale. Parmi nous également aujourd'hui, Bill Michael, qui est professeur à l'Université du Maryland et à l'Université George Washington. Il est également chroniqueur pour Kuwait TV, Saudi TV, Channel, Al Hurra et BBC Arabic. Nous serons également en visioconférence avec le docteur Lassana Khatib, qui est à Rabat, au Maroc. Il est professeur universitaire de relations internationales. Et comme à l'accoutumée avec nous, également en visioconférence, notre chroniqueur, Chris Lapetina, vétéran de la marine américaine et fondateur de Focus Consulting. Je vous souhaite à tous la bienvenue, messieurs. Alors, je vais commencer avec vous, shérif Martinez. En 2022, un sondage Gallup a révélé qu'environ 20% des Américains considèrent positivement l'immigration, tout en estimant l'immigration illégale comme une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis.
Alors, quelle est votre perception de l'opinion publique américaine sur cette question migratoire, tout particulièrement dans ce contexte de crise que nous traversons aujourd'hui près de la frontière américano-mexicaine? I think the issue now is the fact that you're looking at 160 different countries filtering through locations where they have easy access to come across. Écoutez, le problème actuel réside dans le fait que des gens venant de 160 pays d'une manière irrégulière s'infiltrent sur notre territoire à travers un accès facile. De nos jours, cela devient un véritable problème. J'ai toujours travaillé dans le comté de Brooks en traitant des enjeux de sécurité nationale, de santé publique et finalement des enjeux humanitaires. Permettez-moi de vous dire que la manière dont cela est actuellement géré n'est ni sûre ni humaine. Il est essentiel d'instaurer l'ordre, en particulier lorsqu'il y a des masses qui arrivent progressivement. Le fait est que de nombreux crimes se produisent au sein de ces groupes d'immigrants. Des crimes tels que des agressions, des viols et d'autres problèmes ajoutent une couche supplémentaire aux difficultés existantes, transformant la situation en un problème sérieux qui devient en fin de compte extrêmement difficile à gérer. Alors, quelles sont les différences entre l'administration Trump et celle de Joe Biden en matière de politique migratoire? I think that's an easy one. Order. There's no order now. The fact that when this administration, before it took office, they were already announcing open borders. Il s'agit d'une question assez simple. La différence entre les deux réside dans l'ordre. Le jour de l'entrée en vigueur de l'administration Biden, elle a annoncé la réouverture des frontières, ce qui a incité les gens à venir, sachant que la plupart de ces arrivants ont souvent des membres de leur famille aux États-Unis. Trump avait négocié avec le Mexique pour que les migrants restent au Mexique et se conformément aux lois existantes. Actuellement, cette mesure n'est plus en vigueur, ce qui entraîne un véritable manque d'ordre. L'application stricte de l'état de droit devrait simplifier la situation, mais la réalité sur le terrain est tout sauf ordonnée. Trump a simplement fait respecter les lois existantes et a maintenu des négociations avec le Mexique pour bien traiter le problème. La rhétorique de Donald Trump différait considérablement, dissuadant ainsi les gens de venir aux États-Unis. Cependant, à l'arrivée de l'administration Biden, tout ce qui avait été mis en place sous l'administration précédente a été complètement écarté. Chris LaPatina, with us via Zoom. Chris LaPatina est aujourd'hui avec nous en visioconférence. Alors Chris, les administrations précédentes semblaient négliger les problèmes internes liés à la question migratoire, notamment celle du président Obama en adoptant en 2012 le programme DACA ou à travers aussi la réunification des familles de migrants. Alors comment répondez-vous à ces critiques évoquées par le shérif Martinez qui ont été adressées aux démocrates après toutes ces années de frustration? Marc, je pense que c'est un point pertinent. En fait, ce que nous allons démontrer aujourd'hui, c'est que les États-Unis n'ont pas eu de plan stratégique global cohérent, que ce soit sous des présidents démocrates ou républicains, et cela inclut les démocrates et les républicains au Congrès, contrairement au Maroc, qui a effectivement un plan gouvernemental bien établi. Nos récents présidents ont tous rencontré des échecs d'une manière ou d'une autre. Il est intéressant que vous ayez mentionné le président Obama, car comme l'a souligné le shérif Donald Trump, a été loué par beaucoup pour sa politique frontalière. Cependant, lorsqu'il était en campagne présidentielle, certains de ses propres opposants ont accusé Obama d'être plus efficace dans l'expulsion de personnes que le président Trump. Cela souligne simplement les échecs des deux côtés politiques aux États-Unis en matière de protection de nos frontières, ce qui a conduit à la crise actuelle que nous vivons aujourd'hui. Oui, il s'agit d'une véritable crise. Alors on va essayer d'approfondir notre réflexion sur cette question migratoire avec le reportage de notre correspondante Jeanne Mansour. La question de l'immigration illégale constitue une question controversée entre les partis républicains et démocrates aux États-Unis d'Amérique.
Et bien que la plupart des dirigeants politiques des deux partis nient que les origines de ce différend soient politiques, les années des scrutins électoraux restent l'occasion la plus aiguë pour l'aggravation de ce conflit de longue date. Mais ce différend s'est récemment intensifié entre l'administration du président américain Joe Biden et l'État du Texas concernant la frontière sud du pays. Le gouverneur républicain de l'État américain du Texas, Greg Abbott, a renouvelé son intention de construire de nouveaux barbelés à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, au mépris de la décision de la Cour suprême. Greg Abbott a accusé l'administration du président américain Joe Biden de ne pas avoir assuré la sécurité des frontières. De même, les gouverneurs républicains de 25 États ont promis leur soutien au gouverneur du Texas. Cette mesure intervient également en réponse à l'appel de l'ancien président Donald Trump aux États dirigés par les républicains à coopérer ensemble pour lutter contre le problème de l'immigration irrégulière à la frontière sud, tenant le président pour responsable de son incapacité à traiter d'une manière efficace ce problème. Alors que le débat se poursuit sur la manière de mettre en œuvre la décision de la Cour suprême, certains experts estiment que le président américain peut déclarer l'état d'urgence nationale et lier la garde nationale du Texas à l'administration fédérale, puis mettre en œuvre la décision de la Cour suprême. Tandis que d'autres estiment que Biden n'aura pas recours à cette option assez difficile pour des raisons politiques. Bien que la main-d'œuvre immigrée aux États-Unis constitue le pilier de l'économie nationale, le conflit reste légal à certains égards. Certains estiment qu'un pourcentage important de citoyens américains ont commencé à se ranger du côté de certaines opinions racistes de droite, alimentées par la situation économique, le taux de criminalité élevé et la propagation d'un discours populiste contre tout ce qui est étranger. Jihan Mansour, La Maison Blanche, Média TV, Washington. Thank you, Jehan. Je vous remercie, Jehan. Bill Michael, Joe Biden avait promis d'instaurer une certaine normalité politique. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas concrétisé. Alors, quel message la campagne de réélection de Joe Biden envoie-t-elle aujourd'hui ? Je pense que le président Biden a en réalité exacerbé le problème, l'aggravant davantage. En 2020, il se moquait du président Trump pour son plaidoyer en faveur de la construction d'un mur, transformant essentiellement la position démocrate en une critique des républicains, les accusant de ne pas prendre au sérieux un problème crucial. Ironiquement, tout ce que préconisait Biden a abouti à des résultats négatifs. Je perçois que la politique échouée de Biden s'est étendue à travers d'autres domaines et d'autres régions. Par exemple, la ville de Denver, dans le Colorado, compte maintenant 40 000 immigrants clandestins, sachant que la population totale de la ville est de 60 000 habitants. Cela constitue une crise qui affecte des milliers d'Américains. Shérif Benny Martinez, vous êtes à la frontière sud du Texas, au cœur de la bataille qui se joue aujourd'hui. Alors cette question relève normalement de la compétence fédérale. Cependant, certains États et municipalités ont décidé de prendre en main la gestion des problèmes liés aux migrants sans papier. Mais ce n'est pas le cas de tous. Alors comment expliquez-vous cette incohérence entre des États comme la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas, qui sont tous situés le long de cette frontière sud, la plus touchée par la pauvreté? Alors en quoi cela entrave-t-il vos capacités ainsi que celles de vos collègues shérifs pour faire respecter la loi aux États-Unis? Well, as a sheriff, we took an oath to defend the Constitution of the United States. Bon, en tant que shérif, nous avons prêté serment de défendre la Constitution des États-Unis et celle de nos États respectifs. Nous sommes conscients que seulement 5% des personnes convoquées devant le tribunal se présentent. C'est un faible pourcentage. Chaque État a son propre gouvernement pour gérer ses problèmes, mais cela dépend largement de la position politique de cet État, ce qui complique les choses. Certains États accueillent les migrants, tandis que d'autres, comme New York,
York et Chicago blâment le gouverneur Greg Abbott pour ses efforts visant à contrôler et sécuriser la frontière, j'ai toujours affirmé que le mur est plus qu'une barrière, c'est une nécessité. Bien sûr, des problèmes surviennent, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut tout d'abord établir la loi et l'ordre. Comment quelqu'un peut-il simplement traverser la rivière sans conséquence en sachant bien qu'il ne sait pas nager? Cela entraîne des problèmes. Dans le comté de Brooks, nous avons déjà récupéré plus de 900 corps. Pourquoi ces décès se produisent-ils à 70 miles au nord de la rivière? C'est une question que nous devons aborder sérieusement. We have over 900 bodies that we have already recovered. Why are they dying 70 miles north of the river? Notre équipe de production est allée dans les rues de Washington, D.C. pour demander à nos concitoyens leur point de vue sur ces questions. Je vous propose de les écouter. Écoutez, je crois que c'est mieux pour tout le monde d'avoir l'opportunité de vivre aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec la nouvelle politique de blocage des migrants à la frontière. Creo que la política de Biden, o mejor dicho, la política migratoria está rota. Je pense que la politique d'immigration de Biden est un véritable échec. Nous avons vu ces dernières années un grand nombre de migrants arriver à la frontière de manière difficile et le président doit faire quelque chose à cet égard. Le presidente Joe Biden debería hacer algo al respecto. I think we need fair. Je suis d'avis qu'il est impératif d'établir des politiques d'immigration justes et équitables, reconnaissant notre tradition en tant que terre d'accueil pour ceux en quête d'une vie meilleure. Bien que nous devions maintenir l'ordre, il est crucial de perpétuer l'esprit de la Statue de la Liberté, symbolisant notre engagement à accueillir les démunis, les affligés et ceux fuyant la persécution. I think the Republicans are going about it all the wrong way. I think that they've allowed Trump to interfere. Je pense que les républicains s'y prennent dans le mauvais sens. Ils ont permis à Trump d'intervenir, même s'il n'est pas président ou quoi que ce soit. Je n'adhère en aucune manière à la position des républicains sur l'immigration ni aux actions entreprises par Greg Abbott au Texas. De même, je ne suis pas un fervent partisan de l'approche adoptée par Joe Biden. Ces réformes strictes en matière d'immigration qu'il tente de faire adopter par le Sénat ne semblent guère meilleures que les politiques mises en place par l'administration précédente de Donald Trump. En somme, je suis d'avis que les deux camps font preuve de lacunes considérables, soulignant ainsi la nécessité d'une alternative plus viable. Les deux partis, comme l'a souligné le dernier intervenant, semblent responsables de la situation actuelle. Sheriff Martinez, comme nous venons d'entendre, les gens voudraient bien voir un peu plus d'ordre. Il est évident que ces questions émergent de plus en plus à l'échelle internationale et les Nations Unies semblent de plus en plus confrontées à ces problématiques migratoires. Alors comment l'organisation aborde-t-elle ces questions et quel rôle pourrait-elle jouer? Les Nations Unies jouent un rôle crucial en représentant les réfugiés, offrant un refuge à ceux dépourvus de moyens. Cependant, une question légitime se pose concernant le financement fédéral alloué aux pays d'origine des migrants. Il est légitime de demander où réside la responsabilité de ces pays envers leurs propres citoyens, malgré les fonds qui leur sont alloués. Pourquoi d'autres nations devraient-elles assumer cette responsabilité à la place de ces gouvernements bénéficiaires de financement? Cet argument soulève des questions persistantes qui nécessitent une résolution. Il est important de souligner que la question de l'immigration n'est pas contestée en soi, mais plutôt la préoccupation porte sur l'immigration clandestine. Des problèmes graves tels que les agressions sexuelles dans le comté de Brooks soulignent l'inhumanité de la situation actuelle. En fait, les appels à une gestion plus ordonnée et une responsabilisation tant au niveau national qu'international se multiplient. Les milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour les ONG suscitent également des interrogations quant à l'utilisation efficace des fonds publics. Il est indéniable qu'il existe de nombreux problèmes complexes à résoudre et la quête d'une solution parfaite demeure un défi. Bien,
Chris Lapetina, comme l'a souligné le shérif Martinez, il n'y a pas de solution parfaite en matière migratoire. En remontant dans l'histoire, le dernier projet de loi complet sur la réforme de l'immigration date de l'administration Reagan. Lorsque je travaillais pour l'administration George W. Bush, il y a eu des tentatives de réforme sur ces questions. Les administrations Obama et Trump ont également entamé des démarches, surtout avec Trump, qui avait rassemblé le Congrès pour discuter de ces questions, comme c'est le cas aujourd'hui avec Biden au niveau du Capitole. Alors comment expliquer la persistance des divisions au Congrès sur ces questions cruciales? C'est intéressant que vous ayez mentionné le président Reagan. Lorsque Trump proposait la construction d'un mur, de nombreuses personnes s'y opposaient en soulignant que Reagan était fermement opposé à l'idée de construire un mur le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les perspectives ont évolué depuis lors et il semble que de plus en plus de personnes soient ouvertes à l'idée d'explorer des approches plus nuancées pour définir les frontières. Cela démontre que les opinions changent, même si parallèlement la complexité du problème semble s'aggraver. Finalement, il est à espérer que le peuple américain se mobilisera et exigera de ses représentants une solution qui aborde les multiples facettes de la question de l'immigration. L'État du Texas utilise des barbelés pour dissuader les sans-papiers de traverser la frontière. Comment de tels procédés ont-ils déclenché le conflit actuel entre le gouvernement fédéral et l'État du Texas dans votre région? La saga entre le Texas et le gouvernement fédéral semble perdurer avec le problème des fils barbelés s'ajoutant à la liste parallèlement à celui des bouées. Ces deux éléments ont été utilisés ou envisagés par la patrouille frontalière étant à l'origine de cette réflexion. Leur utilisation antérieure par la patrouille frontalière a engendré cette approche. L'objectif principal est dissuasif, visant à décourager en raison de la présence de criminels endurcis qui tentent de pénétrer nos frontières. Les allusions à des incursions non identifiées nécessitent une identification précise des individus traversant la frontière. Il est crucial de comprendre que depuis les attaques du 11 septembre, les menaces ne se limitent plus seulement aux voies aériennes et les infiltrations peuvent désormais également se produire par voie terrestre. Bill Michael, certains médias étrangers semblent en désaccord et ont amplifié cette querelle entre le gouvernement fédéral et les autorités du Texas, allant jusqu'à spéculer sur une éventuelle sécession du Texas. Alors, pouvez-vous expliquer la nature de ces provocations qui relèvent plus de l'ignorance, voire de la propagande émanant de ces médias? Je suis totalement d'accord avec vous. Cette assertion est provocatrice, dénuée de réalité et peu probable. La probabilité que le Texas se sépare des États-Unis est extrêmement faible. En outre, la confusion semble découler du fait que lors de son admission aux États-Unis en 1837, le Texas possédait sa propre constitution et était désigné comme la République du Texas. Cependant, cela ne traduit pas un véritable mouvement vers l'indépendance. Le Texas demeurera toujours un État américain. Effectivement. Alors, suite à une série d'appels, l'affaire a atteint la Cour suprême des États-Unis, qui a déjugé une cour d'appel fédérale, cour d'appel qui voulait interdire le démantèlement des clôtures installées par les autorités du Texas. Alors, comment cette décision entrave-t-elle votre capacité à accomplir votre mission en tant que shérif? Cela n'est pas applicable dans notre situation, car les lois de l'État nous fournissent une protection suffisante en ce qui concerne l'application des actes répréhensibles, donc cela n'affecte pas réellement l'État du Texas dans ce domaine. Bill, une dernière question. Je vous demanderai d'être concis. Le shérif Martinez a évoqué les attaques terroristes du 11 septembre. Depuis cette date, plusieurs rapports ont fait état de tentatives d'Al-Qaïda pour exploiter les failles à la frontière mexicaine. Actuellement, un nombre considérable de migrants chinois, russes traversent la frontière, ce qui suscite des inquiétudes sur ce volet de la lutte antiterroriste. Alors, quelle est votre position sur cette question? Êtes-vous préoccupé par le risque que Daesh, l'Iran ou le Hezbollah, voire la Chine, profitent de ces failles? En tant qu'expert, quelles alarmes cela déclenche-t-il dans votre esprit?
Absolument, il s'agit d'une question très sérieuse. De nombreuses personnes cherchent à causer du tort à cette grande nation. En tant qu'Américains, nous avons le droit de nous défendre. Je reconnais que des groupes malveillants ont réussi à pénétrer les frontières américaines, établissant une certaine présence ici. Cependant, les États-Unis ont tiré des leçons des événements du 11 septembre. Nous avons maintenant une politique plus vigilante et un regard plus attentif pour surveiller et prévenir les attaques terroristes contre notre grande nation. Malgré cela, les États-Unis restent vulnérables en raison de la malveillance de ces individus exceptionnellement déterminés. Ainsi, bien que nous soyons plus en sécurité, renforcer notre sécurité demeure essentiel. La possibilité d'incidents malheureux persiste et nous devons rester prudents, en espérant que de tels événements ne se produiront jamais. Parfait, je vous remercie Bill, Chris et Sheriff Martinez. Alors nous allons maintenant faire une courte pause, restez bien avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous allons aborder dans le cadre de cette deuxième partie le sujet de la migration et de la sécurité des frontières, à la fois au Maroc et aux États-Unis. Nous verrons comment le Maroc, en tant que pays ami, gère le problème crucial de la sécurisation de ses frontières, une question qui revêt une importance primordiale dans la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le crime organisé, enjeu que le shérif Martinez a évoqué dans le contexte de son État, le Texas, et de son comté d'origine. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir depuis Rabat le docteur Lassane Akartit. Alors soyez le bienvenu. Pourriez-vous nous expliquer l'approche adoptée par le Maroc sur cette question migratoire ? Je crois que la stratégie adoptée par le Royaume du Maroc en matière du traitement ou de gestion de la question migratoire est une stratégie globale et cela a été reconnu par les Nations Unies et par de nombreuses organisations internationales. C'est d'ailleurs devenu l'orientation stratégique de l'Union européenne en tant qu'approche globale et multifacette. L'Union européenne s'appuie largement sur l'expérience du Maroc accumulée au fil des décennies dans le domaine de l'immigration. Il faut souligner une question fondamentale, à savoir que le Maroc était une source d'immigration compte tenu de la situation économique du royaume dans les années 80 et 90, puis au cours des 20 dernières années. Il y a eu un changement qualitatif en ce qui concerne le développement de l'économie du royaume du Maroc. Cette économie est devenue un modèle en matière de développement économique et de développement social. Le modèle économique du royaume a su créer de très grandes opportunités d'emploi et a su absorber de nombreux immigrants présents sur le territoire du royaume du Maroc. Par conséquent, le royaume a travaillé dans la première phase pour offrir plusieurs opportunités d'emploi et parallèlement un grand nombre d'immigrés ont commencé à arriver au royaume, notamment ceux qui tentaient de traverser la frontière vers l'Europe et ceux qui souhaitaient s'installer au royaume du Maroc. Ce qui a été grandement facilité par les capacités des entreprises marocaines à intégrer les immigrants étrangers, ce qui les a incités à s'installer. De même, leurs familles ont été convoquées au Maroc. Docteur Akartit, comment le Maroc respecte-t-il l'équilibre entre aspect juridique et dimension humanitaire sur cette question migratoire ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc a adopté une approche essentiellement humanitaire en matière de migration. Je crois que la stratégie marocaine comprenait de nombreux aspects. Le premier étant l'introduction des éléments de droits de l'homme dans l'approche de l'immigration, étant donné que le Maroc a ratifié les conventions internationales des droits de l'homme et étant donné que le Maroc est considéré comme un partenaire de l'Organisation internationale du travail, puis de l'Organisation internationale pour les migrations. Le Maroc est également un partenaire du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Le Royaume, à travers la Constitution de 2011, s'est efforcé de traduire les accords internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment l'aspect lié aux immigrés. Ainsi, le législateur marocain a œuvré à développer une législation locale qui contribue à l'intégration des immigrés étrangers et à la fourniture de services économiques et civils. Il faut reconnaître que le peuple marocain est connu pour son ouverture aux autres peuples et pour sa culture de coexistence. Et par conséquent, cet élément a grandement facilité l'installation des immigrants étrangers au Royaume du Maroc. Ce qui a fait du Royaume une destination privilégiée pour les immigrés africains. Docteur Akartit, peut-on comparer l'approche marocaine avec celle des autres pays d'Afrique du Nord? Et quels sont les rapports avec les pays européens sur ces questions, surtout les pays méditerranéens comme l'Espagne, la France et l'Italie? ضمن المسارات المعروفة للهجرة نحو أوروبا يعتبر الآن مسار المملكة المغربية هو الأقل ضغط. Parmi les routes migratoires actuellement connues pour l'entrée en Europe, celle en provenance du Royaume du Maroc est aujourd'hui considérée comme exerçant la moindre pression sur l'Union européenne en termes d'immigration. Cette situation découle incontestablement du partenariat solide établi entre le Royaume et l'Union européenne au cours de la dernière décennie. Ce partenariat, approuvé notamment par le biais du processus de Rabat résultant de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, repose manifestement sur des accords conclus avec l'Union européenne, mettant particulièrement l'accent sur les aspects sécuritaires et techniques. واعتقد على ان كما قلت ان المغرب انطلاقا مما يمثله على اعتبار اننا Le Maroc, en raison de sa représentativité, est perçu comme un acteur essentiel, notamment en raison de la nature démocratique de son système politique et institutionnel, qui consacre une culture des droits de l'homme, particulièrement en ce qui concerne les immigrants. Cela a établi le Maroc en tant que partenaire fiable pour l'Union européenne sur diverses questions. Le soutien substantiel accordé par l'Union européenne au Royaume du Maroc s'explique par la reconnaissance de l'engagement marocain dans la lutte contre les réseaux de migration irrégulière et la traite des êtres humains. Cette lutte impose une charge significative à l'État marocain, nécessitant des ressources considérables et des approches approfondies, une réalité bien comprise par l'Union européenne. C'est pourquoi l'Union européenne affiche un soutien ouvert envers le Royaume du Maroc. Thank you, Dr. Eric Rett. And we look forward to continuing our Je vous remercie, Dr. Akartit. Nous serons heureux de poursuivre nos échanges avec vous et vos étudiants dans de prochains épisodes. Nous sommes donc impatients de partager davantage d'idées d'expérience lors d'une prochaine émission. Je vous remercie. Thank you for being with us today. Merci pour l'invitation. Thank you. Nous tournons vers Chris Lapetina, également en visioconférence, pour aborder les préoccupations internationales. En fait, le parcours des migrants irréguliers de l'Afrique vers l'Europe a été largement documenté dans les médias et à travers de nombreuses études, souvent présenté comme un exode massif d'individus cherchant à échapper à la pauvreté pour trouver la sécurité et des opportunités en Europe. Ce phénomène suscite un débat public animé. Au-delà des défis économiques, quels autres facteurs contribuent à ces migrations à travers les continents? Bien entendu, lorsqu'on aborde la quête d'une vie meilleure, l'économie est souvent le premier aspect évoqué. Cependant, d'autres facteurs entrent en jeu. Par exemple, le Maroc, bénéficiant d'une stabilité politique et sociale, a également adopté une politique accueillante envers les immigrants. Il est important de souligner que Sa Majesté le Roi a mis en place, il y a environ 10 ans, une approche humanitaire de l'immigration. Ce message s'est répandu dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, faisant du Maroc une terre attractive pour une vie meilleure, touchant divers aspects de la vie et pas uniquement le plan économique. Bill Michael, la plupart des migrants qui se dirigent vers l'Europe en provenance des pays d'Afrique subsaharienne transitent par le Maroc, ce qui représente un défi complexe pour les autorités marocaines. Alors, selon vous, est-ce que les pays de l'UE fournissent un soutien financier et logistique adéquat pour soutenir les efforts du Maroc devant un tel défi?
Malheureusement, non. Les pays européens devraient intensifier leur soutien au Maroc, car le pays fait face à une crise migratoire par ses propres défis et initiatives. Il serait également bénéfique que les Européens sollicitent l'aide des États-Unis et du Canada pour aider le Maroc à gérer ces vagues d'immigrants. Jusqu'à présent, le Maroc a réussi à offrir asile et des installations et des solutions pour les réfugiés cherchant soit à traverser ses frontières vers l'Europe, soit à s'installer de manière permanente sur son territoire. Cependant, l'Europe semble manquer d'une stratégie cohérente face à la crise migratoire, qu'il s'agisse de la Libye, de la crise syrienne ou des mouvements en provenance d'Irak et d'Afghanistan vers l'Europe. And also Iraq and Afghanistan witnessed many people coming from the Near East. Il est crucial donc que l'Europe collabore davantage avec le Maroc pour établir des relations politiques à long terme visant à faciliter l'intégration de ces immigrants. Cette collaboration serait bénéfique tant pour l'Europe que pour les Européens. Merci Bill. Ces questions migratoires en Afrique comportent des dimensions historiques et économiques qui la distinguent de la situation aux États-Unis, pays qui n'a jamais colonisé l'Amérique du Sud. Alors certains avancent que la colonisation européenne de l'Afrique est l'une des principales causes de la pauvreté et du chômage généralisé sur le continent africain. Il suggère que l'Europe devrait assumer une certaine responsabilité pour faire face à ces conséquences. Alors sur ce sujet, je vous propose de voir un reportage réalisé par notre équipe de production. La question de l'immigration au Maroc a connu des transformations structurelles tant au niveau qualitatif qu'au niveau des approches politiques. Alors que le Maroc était une source d'immigration vers l'Europe, il est aujourd'hui un pays de transit et de stabilité pour les immigrants légaux et illégaux. Aujourd'hui, l'Union européenne considère le Maroc comme le partenaire le plus important en dehors du continent européen dans la lutte contre l'immigration clandestine et contribue même en partie au coût financier du soutien à ce partenariat. Le Maroc considère aujourd'hui cette évolution significative dans la cristallisation d'une nouvelle dynamique dans les relations Nord-Sud. Certains estiment que la contribution européenne ne se limite pas à un simple soutien ou une assistance, mais qu'elle porte une grande part de responsabilité dans la situation sociale et économique des pays africains qui exportent l'immigration clandestine. Ces pays ont été soumis au pillage de leurs ressources et à l'appauvrissement de leur population, retardant ainsi la croissance économique et alimentant les conflits frontaliers pour des gains coloniaux privés. Étant donné que le problème de l'immigration dépasse les frontières nationales et nécessite une vision plus large, le Royaume du Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a adopté une approche équilibrée. Il considère le migrant clandestin comme une situation humanitaire qui mérite une réponse adaptée à son humanité. Le Maroc a également initié la construction de partenariats économiques avec les pays du Sahel et de l'Afrique du Sud, cherchant ainsi à aborder le problème à la source et à proposer des alternatives répondant aux besoins d'un continent riche en ressources diverses. Ces solutions visent à épargner aux citoyens africains le recours à des démarches qui ont contribué à leur retard et à leur pauvreté. Benny, une simple comparaison entre les situations migratoires aux États-Unis et au Maroc révèle des similitudes, bien que le Maroc serve de point de transit plutôt que de destination finale pour les migrants. Alors cela m'amène à la question suivante. Pensez-vous que le Texas est également un état de transit où très peu de ceux qui traversent la frontière ont réellement l'intention de rester? Beaucoup se dirigent vers l'intérieur, comme nous l'avons mentionné, vers Denver, New York ou Chicago par exemple. Alors cela implique que les États dits de l'intérieur sont également concernés et doivent participer à la gestion de ces flux de migrants. En effet, j'ai eu des entretiens avec certains des individus qui effectuent actuellement des travaux dans le comté de Brooks. Il apparaît qu'ils possèdent déjà une expérience dans divers États tels que le Maryland, la Pennsylvanie, le Colorado ainsi que dans la région
du Midwest et le Nebraska. Leur expérience antérieure les rend éligibles pour des visas de travail, facilitant ainsi leur transition vers d'autres opportunités sans savoir à prendre des risques considérables dans le comté de Brooks. Il est crucial d'explorer cette possibilité afin d'assurer leur sécurité et de faciliter leur mobilité professionnelle. Shérif, vous devez fréquemment vous occuper de la récupération de dépouilles de migrants décédés qui n'ont pas réussi à atteindre leur destination. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se déroule pour vous? C'est une réalité qui ne nous quitte jamais. C'est pourquoi je suis profondément investi dans cette question. On ressent chaque jour, lors de la récupération des dépouilles des migrants décédés, l'appel d'une mère qui cherche son enfant. C'est une expérience qui ne laisse pas insensible, chaque rencontre étant unique et empreinte d'une profonde humanité. Des situations déchirantes. Bill, au cours des dernières décennies, les migrants d'Afrique ont de plus en plus opté pour le Maroc, que ce soit légalement ou malheureusement dans de nombreux cas illégalement. Alors, quels facteurs ont contribué à faire du Maroc une destination prisée par ces migrants qui cherchent à s'y établir plus durablement? An excellent question. The wisdom of King Mohammed VI. Une question pertinente. La sagesse du roi Mohammed VI, la bienveillance de sa population et la prestation de services sont des éléments clés. Le Maroc refuse rarement d'aider les immigrants entrants, créant ainsi une atmosphère accueillante, en contraste avec certaines nations voisines propageant des campagnes xénophobes pour dissuader les gens de franchir leurs frontières. De plus, le Maroc adopte une approche différente, illustrée par une politique officielle datant de 2014, visant à accueillir les immigrants et à évaluer comment leurs compétences peuvent être utilisées pour bénéficier économiquement à la fois aux migrants et au pays. Il y a aussi une vision stratégique déclarée, affirmant la capacité du Maroc à établir des liens étroits avec l'Afrique subsaharienne, présentant ainsi une extension du dialogue. Ces facteurs incarnent une attitude humanitaire remarquable. En d'autres termes, les politiques d'immigration du Maroc reflètent les valeurs humaines les plus élevées et offrent un exemple de la manière dont le monde peut progresser vers un avenir meilleur. Merci Bill. Le New Humanitarian a récemment publié un article soulignant que bien que le reste du Maghreb est souvent critiqué pour ses politiques agressives envers les migrants et les demandeurs d'asile, le Maroc lui a officiellement opté pour une approche plus tolérante, récoltant ainsi des bénéfices politiques et économiques de cette attitude libérale. Alors, je vous propose d'écouter le reportage suivant. نشر موقع The New Humanitarian مقالا بعنوان بدلا من البحث عن كبش فداء المغرب يستفيد من هجرة جنوب Le site New Humanitarian vient de publier un article intitulé « Au lieu de chercher un bouc émissaire, le Maroc tire profit de la migration sud-sud ». Alors que le reste des pays du Maghreb s'appuie sur l'approche agressive qui caractérise le traitement des immigrants africains et des demandeurs d'asile politique, le Maroc a officiellement choisi une approche plus tolérante et avec cette approche libérale, le Maroc récolte des gains politiques et économiques. L'auteur a évoqué les propos de Heidi Weiss, expert en matière d'immigration à l'Université d'Amsterdam, qui déclare « Le Maroc accueille environ 70 000 immigrants africains et ce nombre comprend à la fois les immigrants légaux et illégaux. Au cours des 2 dernières décennies, le nombre d'immigrants dans le royaume a souligné que le Maroc est devenu une destination pour les immigrants africains, notamment de la région de l'Afrique de l'Ouest, une décision stratégique fondée sur des intérêts géopolitiques et économiques. » L'auteur poursuit « Depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI a pris les rênes du pouvoir au Maroc, il y a plus de 20 ans, le Maroc a noué des liens étroits avec les pays africains à travers l'aide et l'enseignement universitaire que le Royaume a apporté à ces pays, en plus des investissements du Royaume dans ces domaines. Les Sénégalais, par exemple, entrent au Maroc sans visa
et constitue désormais le plus grand pourcentage d'immigrés légaux dans le royaume. Concernant la stratégie nationale d'immigration et d'asile adoptée au Maroc, l'auteur déclare « En 2014, le Maroc a adopté une politique claire en matière d'immigration formulée dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui prévoyait l'accès de tous les immigrés légaux à tous les services publics et même quelques avantages pour les immigrés. » والتي تضمنت حصول كافة المهاجرين الشرعيين على كل الخدمات العامة في المغرب بل وبعض المنافع. La politique d'immigration du Maroc a reçu de nombreux éloges à l'échelle internationale. Le rapport du responsable de l'ONU affirmant que la politique du royaume mérite des éloges et fournit au monde un véritable exemple à suivre. 2019 أن سياسات المغرب هذه تستحق الإشادة وتقدم للعالم مثالا يحتذى به. Thank you. Let's go for a question with our special contributor. Je me tourne à présent vers notre chroniqueur Chris Lapetina. Chris, le Maroc a émergé en tant que pionnier dans la gestion des problèmes de migration africaine en entreprenant une réforme majeure qui a conféré un statut légal à environ 50 000 migrants subsahariens. En quoi cette politique marocaine se distingue-t-elle des autres approches? Well, I think we've heard a lot of it already on this show, Mark. I mean, Morocco is an open society. Morocco has a... Je crois que nous avons déjà abordé ce sujet de manière approfondie dans le cadre de cette émission. Le Maroc se distingue en tant que société ouverte avec un leadership politique stable qui ne craint pas l'intégration dans l'économie mondiale. La maturité et l'intelligence du peuple marocain se manifestent par la compréhension qu'une immigration bien gérée et ordonnée peut juste insuffler une nouvelle énergie à l'économie, contrairement à certains voisins qui craignent les étrangers par peur de leur propre population. Le peuple marocain est généralement satisfait de sa société et de ses dirigeants, ce qui se traduit par un accueil favorable aux nouvelles opportunités découlant de la migration. Merci Chris. Bill, grâce à un accord avec l'Union africaine, le Maroc a été choisi pour accueillir le nouvel Observatoire africain des migrations, observatoire qui est chargé du suivi de la dynamique migratoire et de la coordination des politiques gouvernementales à l'échelle du continent. Alors en quoi cet observatoire peut-il être efficace pour relever le défi de la migration illégale à travers le continent? Le Maroc a le potentiel de réussir, mais il doit également bénéficier d'un soutien adéquat. En d'autres termes, des fonds suffisants sont nécessaires pour éviter toute crise. De plus, une formation approfondie du personnel est indispensable. Il est essentiel d'établir des relations solides avec d'autres nations qui ont déjà joué un rôle similaire, permettant ainsi au Maroc de tirer des enseignements de ces expériences. Une reconnaissance internationale est tout aussi cruciale, dépassant le cadre régional. Le soutien des Nations Unies et l'approbation d'autres organes de l'Union européenne sont nécessaires. En outre, la publication des résultats obtenus serait importante pour démontrer les progrès réalisés dans la gestion réussie du problème de l'immigration, avec l'espoir de mettre fin à ce phénomène d'immigration clandestine. Oui, tout à fait. Sheriff Martinez, les experts ont souligné l'importance des contributions apportées par les migrants à notre société, que ce soit par le biais d'envoi de fonds, de transfert de compétences, de partage de technologies, de modèles gouvernementaux, d'échanges de valeurs et d'idées. Ces contributions sont vraiment significatives. Alors, tous ces avantages justifient-ils pour autant la violation de lois sur l'immigration? Quel est votre point de vue? En tant qu'agent chargé de l'application de la loi, je dirais qu'il n'est pas approprié de justifier la violation des lois sur l'immigration. Ce qui est nécessaire, c'est la mise en place d'un système respectant l'état de droit. Nous comprenons l'attrait économique, mais cela ne doit pas être une justification. Si le processus est régulé, les individus pourront entrer légalement, participer aux échanges et être rémunérés correctement. Cependant, l'absence de documentation ou de vérification expose les personnes à l'exploitation, ce qui n'est ni éthique ni conforme à l'état de droit. Il est essentiel de remédier à cette situation pour garantir des conditions de travail équitables et éviter l'exploitation des travailleurs non documentés.
Assurément. Alors Bill Michael, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a déclaré, je cite, « La migration peut servir de pilier crucial pour le développement des économies africaines, à condition que les envois de fonds des expatriés soient orientés vers les investissements et vers le financement de projets de développement dans les pays africains. » Alors dans quelle mesure cela est-il important? C'est également d'une importance critique. Il est essentiel de fournir de bons emplois aux immigrants, tout en garantissant que les fonds envoyés de l'étranger vers la population locale soient protégés contre toute mauvaise gestion ou activité criminelle. De plus, il est crucial d'intégrer l'expérience marocaine dans une perspective mondiale pour résoudre le problème de l'immigration clandestine. C'est pourquoi j'ai souligné que les États-Unis devraient soutenir les efforts du Maroc pour aider à intégrer et assimiler ces immigrants illégaux. Cela présente de nombreux avantages, tant sur le plan géopolitique qu'économique. En favorisant le dialogue et la coopération, cela contribue à redéfinir la structure de l'architecture monétaire et économique mondiale. En outre, Washington devrait observer attentivement l'expérience marocaine, renforcer son soutien et les résultats pourraient être mutuellement enrichissants pour toutes les parties impliquées. Thank you, Bill. Sheriff Martinez, as a law enforcement officer, Merci Bill. Sheriff Martinez, en tant qu'officier chargé de l'application des lois, vous avez été témoin des énormes problèmes induits par l'immigration clandestine, qu'il s'agisse du trafic humain, des préjudices causés aux femmes et aux enfants, ou du passage de fentanyl et de drogues illégales à travers la frontière qui ont entraîné la mort de nombreux Américains. Malheureusement, ces problèmes sont trop fréquents. Si l'on vous donnait l'opportunité de travailler avec le Congrès et l'administration Biden pour élaborer une solution à toutes ces questions, par où souhaiteriez-vous commencer? Well, it's a good question, and it's a difficult question in the sense that because you have so many moving parts on it, you almost have to look Bon, c'est une excellente question, mais aussi une question complexe à mon sens, car il y a tellement de variables en jeu. Il est presque nécessaire de regarder à la base vers les citoyens. C'est pourquoi le Congrès rencontre tant de difficultés, car il doit rendre des comptes aux électeurs, ce qui complique les choses. Je pense que la simplicité est un facteur clé pour réellement comprendre la question. Cependant, cela nécessite du temps et un engagement envers les citoyens en écoutant leurs opinions et en prenant le temps nécessaire pour élaborer des solutions. Cela peut être réalisé, mais cela dépend de l'approche adoptée. Bien sûr, il y a toujours un aspect politique à considérer dans cette situation. Of course, there's always a political side in this. There's always a political side. Will continue on in the months and unfortunately probably the years ahead. But we want to thank you for watching Ma'al Maghrib. Nous continuerons de lutter pour résoudre tous ces problèmes. Malheureusement, cela pourra encore bien durer quelques années. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci à nos invités, Bill Michael, Lahsen Akartit et le shérif Martinez du comté de Brooks au sud du Texas. Je remercie également notre chroniqueur Chris Lapetina, notre correspondante Jian Mansour, ainsi que le réalisateur Mohamed Saïd Al-Wafi, et toute l'équipe de préparation et de production. Je vous dis à très bientôt. Min Washington.